Bon, Cédric, un grand merci d'être présent et d'animer cette vidéoconférence. C'est un sujet important et complexe qui a été choisi ce soir, c'est-à-dire la relation entre la science, les sciences et la politique et la démocratie. Évidemment, il y a des pays où la démocratie n'existe pas et cette question-là ne donnerait pas lieu probablement à des confrontations et à des discussions importantes. Le plaisir d'avoir Cédric ce soir parmi nous est un plaisir que bon nombre d'entre vous partagent probablement puisque vous êtes présents et que bon nombre se sont inscrits pour cette conférence débat sur un sujet pour lequel Cédric Villani était évidemment le mieux placé pour en parler. Il était venu devant le Club Démocratie quand on pouvait faire des réunions à l'Assemblée nationale. C'était en mars 2018 sur un colloque sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, eh bien, ce sera une des questions d'ailleurs qui sera au cœur de la discussion, à savoir la science, les sciences, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles apportent, quels sont les avantages, quels sont les risques, quels sont les dangers. Et je pense qu'on pourra aussi, à l'occasion, et je prends mon autre casquette de président de l'association Initiative pour les armements nucléaires. Je crois d'ailleurs que le vice-président Bernard Lallin doit être présent d'un participant à la réunion de ce soir pour poser une question à Cédric sur les risques que font poser aujourd'hui, grâce à la science ou à cause de la science, l'invention de nouvelles armes extrêmement dangereuses, plus dangereuses d'ailleurs, pour des raisons qu'il expliquera, que l'armement nucléaire, si c'est possible, et qui peuvent, parce qu'elles sont dangereuses, mettre en jeu l'armement nucléaire et la destruction d'une partie de la planète. Voilà, donc un grand merci à Cédric. Je ne vais pas lui faire l'offense de réciter son curriculum vitae que vous retrouvez bien évidemment sur l'accueil de ce site, sur le site de Démocratie. Et c'est évidemment un CV extrêmement long et d'un intérêt majeur pour voir, Cédric, ce que tu as fait, ce que tu peux encore faire au niveau international pour le développement de la science, des mathématiques et réfléchir surtout à ce que tout cela apporte, apporte et apportera peut-être à l'humanité dans les temps à venir. Merci encore, Cédric, d'être parmi nous ce soir. Un grand merci, cher Paul, pour ton invitation. Et je vais commencer par remercier ce groupe, ce club, ce cénacle qui m'accueille et à vous féliciter pour la façon dont vous menez des débats de façon régulière, vivant, sur des sujets contemporains de grand intérêt. Et pour animer et faire vivre cette tradition de réflexion sur les grands enjeux politiques dont on a besoin aujourd'hui dans des cadres très ouverts et avec des thématiques. On va parler aujourd'hui de science et de démocratie, de lien entre science et politique. Je vais faire un exposé liminaire qui sera qui donnera la possibilité de se lancer dans la discussion et développer beaucoup. Et je voudrais insister sur quelques points. Le premier point sur lequel je vais insister, il concerne la nature de la science. La science, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'était déjà vrai depuis quelques décennies, c'est beaucoup moins un ensemble de savoirs qu'une démarche à la recherche de la connaissance, une démarche contre l'inconnu. Les savants, une terminologie qu'on employait couramment au XIXe siècle, est une terminologie qui a disparu. On ne parle plus de savants, on parle de scientifiques. Il ne s'agit pas de la quantité de savoir, il s'agit bien de la méthode. Et c'est venu pour une raison claire, c'est que l'explosion du savoir au XIXe siècle, alors explosion qui est continue depuis le XVIIe siècle, on va dire, mais qui a fait qu'au XIXe siècle, c'est devenu juste impossible pour un cerveau humain d'appréhender la totalité d'un domaine scientifique, même d'une discipline. À partir du XXe siècle, rien qu'en mathématiques, c'est devenu impossible à un cerveau humain de comprendre l'ensemble des avancées mathématiques. Et en mathématiques, c'est
peut-être la discipline la plus étroite encore, en tout cas celle qui reste la plus modeste dans son champ de publication. Et en mathématiques, c'est 100 000 ou 200 000 théorèmes nouveaux par an. Donc déjà, ça fait très longtemps qu'on a passé cette barrière qui va avec une augmentation, qui était avec une augmentation exponentielle du contenu des savoirs, une fraction, le fait que le savoir s'est fractionné et la spécialisation qui s'est accompagnée de la constitution d'équipes nombreuses pluridisciplinaires, en particulier depuis le milieu du XXe siècle. Première chose sur la nature de la science. Deuxième chose sur la nature de la science, les scientifiques, comme n'importe quels acteurs de l'humanité, sont animés avant tout par leurs intérêts, leurs passions, leurs désirs, ce qui les motive et avant tout leur curiosité. On peut penser à la science comme quelque chose qui sert à des buts utilitaires pour apporter des connaissances utiles à l'humanité, mais le moteur premier des scientifiques, c'est la curiosité. Et on peut dire la même chose dans une moindre mesure de l'innovation. L'innovation, c'est quand la science rencontre l'usage. C'est une histoire, celle de l'innovation, qui est pleine de rebondissements, parfois labyrinthiques, pleine de surprises, de choses qui sont imaginées dans un contexte et utilisées dans un autre, ou utilisées différemment dans un endroit et dans un autre, d'inventions qui se retournent contre les inventeurs, et aussi de passions considérables, où l'irrationnel, le tempérament, la qualité de contact humain, les rencontres, les facultés de travailler comme ceci ou comme cela, les cultures de projet jouent un rôle considérable. On est très loin de quelque chose de rationnel qui avancerait linéairement. Et l'histoire en est pleine de tout cela. La science, c'est aussi quelque chose qui se décline culturellement d'un pays à un autre, en fonction des attentes et de l'image qu'on s'en fait, et qui vient avec des grands débats de société et bien sûr aussi des grandes polémiques, y compris à l'intérieur des sciences. On peut avoir l'impression, dans le contexte actuel de Covid, que la période est particulièrement propice aux grandes polémiques. En vrai, les grandes polémiques, elles sont venues dès le début de la science et dans mes conférences, il m'arrive régulièrement d'insister sur les épisodes tels que la grande, extraordinaire dispute entre Darwin et Kelvin, deux des plus grands scientifiques de leur temps, et leur dispute irréconciliable sur l'âge de la Terre qui a duré pendant des décennies, littéralement, et dans lesquelles des scientifiques ont pris parti d'un côté et de l'autre, une dispute dans laquelle il n'y avait pas seulement des arguments rationnels, mais aussi énormément de passion. Ça m'arrive régulièrement de parler de la grande aventure de la mesure du mètre au moment de la Révolution, 1792, quand Delambre et Méchain se lancent sont missionnés par le pouvoir politique en place. C'est Talleyrand lui-même qui fait le discours à l'Assemblée nationale pour lancer l'affaire. C'est une mission qui leur est confiée, dont Lavoisier dit que c'est la plus importante mission dont un humain ait jamais été chargé. Et on se demande rétrospectivement dans quel climat de folie on pouvait être pour que, au moment où la France était sur le point de s'écrouler face à la guerre civile, face à l'écroulement économique, face aux attaques d'autres pays, face à tout ce que vous pouvez imaginer, la France est considérée que c'était une urgence vitale et absolue d'envoyer deux des meilleurs scientifiques de l'époque mesurer la méridienne avec la plus grande précision possible en parcourant la France et l'Espagne des territoires en guerre pour obtenir une mesure de la plus grande précision possible qui puisse servir de définition à la nouvelle unité universelle de longueur, le mètre. Quand on voit des aventures comme celle-ci, on voit bien que la science est tout sauf une affaire froide et rationnelle, c'est une affaire extraordinairement traversée de passions individuelles et collectives. Les inventions, les grandes inventions, elles sont faites par la nécessité. On le voit sous la pression d'une situation à résoudre, et on le voit dans le contexte actuel avec la crise du Covid et les vaccins qui sont arrivés de façon extrêmement impressionnante. Ce sont des miracles scientifiques. Mais aussi, encore plus,
par la curiosité, le rêve, le hasard. Si on s'est lancé dans l'étude des... Et puis les très grandes différences entre le développement de la science et son application. Si on s'est lancé dans l'étude de l'ARN messager et de ses implications médicales, thérapeutiques, aujourd'hui c'est pour les vaccins. Quand Katalin Karikó s'est lancée là-dedans il y a bien longtemps, c'était sans idée précise des applications et parce qu'elle était passionnée par ce sujet, un sujet dont elle était tombée en amour. Comme moi, scientifique, j'ai pu tomber en amour de l'équation de Boltzmann dans mon jeune temps, bien plus inspiré par la passion de l'équation elle-même et de sa beauté intrinsèque que par les applications qu'on pourrait en tirer. Et c'est pareil pour beaucoup de sujets collectifs aussi. Quand on a envoyé des humains sur la Lune, ce n'était pas pour les applications pratiques qu'il y avait à en tirer, c'était parce que ça répondait à un rêve collectif de l'humanité. On se disait bien, les Américains, les Russes se disaient bien qu'il y aurait des applications. Et aujourd'hui, le domaine de l'espace est un domaine dans lequel les applications sont gigantesques et où ça se compte en centaines, voire en milliers de milliards, les valeurs économiques qu'il y a derrière, à travers en particulier les télécommunications. Mais à l'époque, c'était vraiment pour le rêve que ça représentait. Et ça a permis de mobiliser des milliards et ça a lancé toute une génération dans la science avec tous les impacts que ça représentait. Quand je parle de curiosité, là aussi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'importance de la recherche, de garder la recherche fondamentale par rapport à l'application. La curiosité, c'était à une époque ce qui a pu motiver un Galilée quand il s'est mis à observer la durée d'oscillation d'un pendule et de quoi elle variait. C'était de la pure curiosité, sans chercher à avoir les applications qui venaient derrière. Il faut garder tout cela en tête dans ce cadre paradoxal de la science, chaque fois qu'on s'intéresse à la place de la science dans la sphère politique et dans les applications. Maintenant, la déontologie du scientifique, c'est le deuxième point sur lequel je vais insister, elle est avant tout celle d'un domaine dans lequel on cherche à bâtir de la connaissance en rendant justice aux différents contributeurs et un code d'honneur qui s'est mis en place autour de ces grands principes. Euh, Mettre sur la table de façon sincère et complète les raisonnements qui ont abouti à une prise de position. Éviter le plagiat et citer correctement. Éviter les redondances, reconnaître ses erreurs, etc., etc. L'intégrité scientifique, c'est un domaine qui, pendant longtemps, a relevé de l'éthique personnelle des chercheurs, qui est venu ensuite dans le cadre des très grands débats de conscience, quand la responsabilité scientifique est arrivée. Responsabilité scientifique, elle est arrivée assez tôt. Par exemple, si je continue sur la question du pendule, par exemple, à une époque, les sujets sur lesquels la science pouvait sauver des vies par centaines, par milliers, c'était la mesure du temps. Mesure du temps suffisamment précise pour qu'on puisse, par l'étude du décalage horaire, repérer les latitudes et les longitudes, en l'occurrence c'était la longitude, la partie la plus délicate, des bateaux dans les océans pour éviter les ouragans. C'est un problème célèbre qui avait été mis à prix par l'Académie des sciences royales britanniques. C'était au XVIIe siècle. C'est un problème qui a été résolu après des péripéties considérables. C'était avec le chronomètre de Harrison, une merveille de précision qui en soi était toute une aventure. Et sur les épaules de cet inventeur, c'était la responsabilité d'arriver à éviter des naufrages et des massacres. 18e siècle, c'est aussi le moment où le mathématicien Bernoulli, mathématicien suisse, fait la première étude statistique qui démontre l'intérêt de la vaccination, ou en l'occurrence d'un précurseur de la vaccination contre la variole, montrant par le calcul statistique et par l'étude que c'est une pratique qui peut sauver des vies. Il y avait déjà une forte responsabilité qui reposait sur les épaules de ces scientifiques qui ont eu souvent maille à partir avec des gouvernements. Maintenant, c'est passé à une autre
s'est passé à un autre niveau, radicalement supérieur, avec la Seconde Guerre mondiale, la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut dire que le sort du monde dépend des progrès scientifiques en un sens, où la course entre les Alliés et le camp nazi, par exemple, elle est gagnée de façon considérable sur des scientifiques qui doivent travailler sous une pression inouïe. C'est l'aventure de Turing avec le déchiffrage, c'est l'aventure des scientifiques du projet Manhattan qui, au début, sont persuadés que les Allemands sont en avance sur eux sur la bombe atomique. Et c'est normal de penser ça parce qu'ils étaient à l'époque les meilleurs physiciens du monde, la meilleure école de physique du monde, et qui se retrouvent occupés à bâtir la bombe à toute allure et qui se retrouvent après pris au piège de leur propre histoire en se disant nous avons inventé, sous la pression de la guerre certes, mais nous avons inventé une invention qui peut réduire le monde en cendres. Et donc à ce moment-là, il y a une sorte de bascule dans le rapport entre les sciences et la société, dans toutes les questions de déontologie, dans les questions éthiques qui se posent aux scientifiques, mais aussi dans la façon dont les nations abordent la science. Il y a avant et après la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est le moment où on se retrouve avec les premiers grands programmes nationaux de sciences, les réflexions internationales sur le rôle des scientifiques, les très grandes associations de scientifiques qui se mettent en place, qui vont faire pression, par exemple contre l'utilisation de l'arme atomique, préfiguration des très grands programmes de coopération internationale qu'on a maintenant, des très grands collectifs de scientifiques. Aujourd'hui, c'est contre le péril climatique et ce genre de choses. Euh, Avec moi ici, un petit ouvrage, c'est un peu de publicité ou de placement de produits, mais en tout cas, ça, c'est un ouvrage qui décrit le quotidien du scientifique et qui insiste énormément sur un vivant. L'éditeur s'est demandé s'il allait l'appeler roman quand il l'a fait paraître, tellement c'était raconté de façon romancée, mais qui décrit l'aventure scientifique sous l'angle de la passion personnelle, sous l'angle de l'impression, sous l'angle de toutes les émotions qu'on peut avoir quand on est à la recherche du théorème, en l'occurrence, sans insister sur la finalité, ni même sans essayer de vulgariser ce dont il s'agit, mais en insistant sur l'aventure humaine que ça représente avec toutes ces passions et ces contradictions éventuellement. Et puis, celui-ci, bande dessinée que j'ai faite avec le dessinateur Edmond Baudouin, Les Rêveurs lunaires, vous reconnaissez peut-être Alan Turing, consacré à 4 personnages extraordinairement créatifs qui ont joué un rôle majeur en coulisses dans la Seconde Guerre mondiale. Pour l'un, en se plantant, c'est le cas de Werner Heisenberg, qui est le héros ou héros négatif du premier chapitre, et dans les conversations qu'il peut avoir avec d'autres scientifiques qui, se retrouvent qui en 1945, au moment où la bombe atomique explose, apprennent cette explosion, sont 10 scientifiques allemands parmi les plus réputés qui ont été faits prisonniers par les Britanniques, qui se retrouvent dans un manoir, qui sont isolés du reste du monde. On veut savoir, les renseignements britanniques veulent savoir exactement qu'est-ce qu'ils connaissent comme sujet scientifique. Ils apprennent l'explosion de la bombe atomique. Au début, ils n'y croient pas, ils ne comprennent pas comment la science américaine peut avoir fait autant de progrès. Et toutes les passions qui se déchaînent dans leur conversation, qui sont tirées d'enregistrements, avec la terreur, les grands questionnements sur leur rôle, sur ce qui va arriver. Il y en a un qui veut se suicider parce qu'il a été l'un des pionniers de la découverte de la radioactivité et qui considère qu'il a du sang sur les mains, non seulement pour la bombe atomique, mais pour les autres destructions massives qui arriveront dans le monde. Un autre qui veut se suicider parce que il estime avoir pas été à la hauteur par rapport aux attentes de la patrie, etc., etc. C'est le premier chapitre. Ensuite, j'aborde les questionnements d'Alan Turing la veille de son suicide, les questionnements de Léo Szilard au moment où il va se faire soigner pour son cancer, lui qui a été un des pionniers du projet Manhattan, mais aussi un des leaders du mouvement pacifiste ensuite. Puis les questionnements de Hugh Dowding. Pardon, ouais, micro coupé, s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas. Puis les questionnements de Hugh Dowding, qui a été un innovateur extraordinaire quand il s'agit d'organiser la défense britannique. Et derrière, tentative de poser les questions. En éthique, il s'agit de pouvoir poser les grandes questions. Quelle est la responsabilité du scientifique par rapport aux finalités, par rapport à l'usage?
Est-ce que la bombe atomique, c'est son concepteur qui en est responsable ou est-ce que c'est le politique qui est là? Et les interrogations, telles qu'un Léo Szilard a pu se les poser, qui concernent des problèmes justement de l'éthique absolument indémêlables pour savoir où est la responsabilité dans la tête du concepteur de l'arme et qui aurait dû se poser peut-être plus de questions par rapport à son usage, ou du côté du politique, sachant que de toute façon, le scientifique, c'est son destin ému avant tout par la curiosité, c'est pas à lui qu'on demande les grandes capacités politiques et vous pouvez argumenter d'une façon, argumenter de l'autre, à la fin, c'est quelque chose qui n'est pas possible de trancher de façon logique, rationnelle. Je l'ai mis dans l'un des cœurs de la bande dessinée sous la forme d'une de ces histoires juives dont raffolait Léo Szilard, où les deux tenants des positions, responsabilité aux scientifiques ou responsabilité aux politiques, sont incarnés par deux enfants, illustrant l'un Léo Szilard et l'autre Edvard Teller, deux grandes figures scientifiques avec des positions vis-à-vis de l'armement un peu diamétralement opposées. Et tous ces sujets, on pouvait dire à une époque, même si les questions ne sont pas résolues comme souvent en éthique, on peut dire aujourd'hui que c'est du devoir des scientifiques et des institutions que de poser les questions et de mettre en place les institutions pour que les questionnements soient accomplis et pour aussi démêler tout ce qui est manquement à ces codes d'honneur. L'intégrité scientifique, c'est un sujet sur lequel l'Office parlementaire scientifique vient de rendre un rapport par le sénateur Pierre Ouzoulias et par le député Pierre Henriet. C'est un sujet sur lequel, à travers la chasse aux fraudes, la chasse aux mauvais comportements et autres, les pays se sont dotés ces dernières années d'outils et d'institutions d'une façon qui avance lentement, d'une façon qui prend sa place dans les institutions de la démocratie, avec des chartes, avec des référents, avec un office, une institution. En France, c'est l'Office français intégrité scientifique, avec des enquêtes, des rapports, des procédures pour démêler les conflits qui marchent plus ou moins bien. Et cette question de la déontologie, elle se pose donc aujourd'hui de façon extrêmement forte, parfois sur des cas dramatiques, comme je l'évoquais sur la Seconde Guerre mondiale ou sur d'autres affaires qui peuvent se passer maintenant, parfois sur des cas beaucoup plus habituels, qu'il ne faut pas banaliser pour autant, mais des affaires du quotidien, dans un monde où la science est devenue une affaire professionnelle, est devenue une affaire dans laquelle les politiques publiques investissent des milliards, dans laquelle il y a des comptes à rendre de la communauté scientifique à l'ensemble de la société. Donc cette déontologie scientifique, aujourd'hui, c'est une affaire plus que jamais très intense et c'est une affaire aussi pour laquelle les institutions se mettent en place et doivent se renforcer. Maintenant, le conseil du scientifique au politique, quelle forme il peut prendre? Ce n'est pas une affaire qui date de la Seconde Guerre mondiale, c'est une affaire bien plus ancienne. Ça remonte au moins au XVIIe siècle, quand sont créées les premières grandes académies. L'académie, la première, l'académie de Galilée, on va dire, celle qui plus tard, justement sous l'influence du procès de Galilée, s'est séparée en deux parties. Aujourd'hui, l'académie italienne, l'académie des Lynx et l'académie pontificale, dans laquelle j'ai l'honneur de servir, académie complètement œcuménique, qui est là pour conseiller le Vatican et la plus ancienne académie du monde encore aujourd'hui en activité, où les académies des sciences britanniques, françaises, mises en place dans les années 1660 pour conseiller le gouvernement du roi sur les affaires scientifiques au service du politique. Au début, une académie, c'était quelques personnes dont leurs avis propres suffisaient. Aujourd'hui, c'est une multitude d'institutions qui conseillent le politique. Vous avez l'Académie des sciences toujours, vous avez une Académie de médecine, vous avez une Académie des technologies, vous avez des conseils thématiques comme le Haut Conseil pour le climat, vous avez des conseils scientifiques. Sur le Covid, ont été créés pas moins de 4 ou 5 conseils scientifiques ad hoc venant renforcer les conseils déjà existants pour les uns communiquer, les autres conseiller les politiques, pour certains s'occuper spécifiquement d'une activité telle que la vaccination.
Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai pu siéger dans un certain nombre de ces conseils et première chose à dire, c'est que ça fonctionne toujours mal. C'est presque structurel. Un conseil scientifique ou politique, c'est plein de frictions, plein de frustrations. On a l'impression parfois de répéter toujours la même chose et ça n'avance pas. Ou on a l'impression de faire un travail finalement qui est voué à l'échec, comme quand il s'agit de construire une stratégie nationale de la recherche. Ou on a l'impression de ne pas être entendu, ou on a l'impression d'être instrumentalisé. Parfois, le politique se défausse sur le conseil. Il y a une décision politique gênante, alors on dit demandons l'avis du conseil scientifique et puis on va se retrancher derrière. Parfois, au contraire, le conseil scientifique rend un avis, mais le conseil politique trouve différentes excuses, le pouvoir politique trouve différentes excuses pour ne pas l'appliquer ou passer outre. Ça se passe toujours mal. J'ai siégé au conseil stratégique de la recherche qui doit conseiller le gouvernement sur tous les sujets, organe dysfonctionnel qui en pratique n'est jamais réuni. J'ai siégé au premier conseil scientifique de la Commission européenne, organe dysfonctionnel où j'ai eu l'impression de perdre mon temps plus que jamais. Et je me souviens encore de cette première réunion où l'après-midi était consacré à faire le compte-rendu de la réunion du matin, sauf que l'après-midi est arrivé le compte-rendu qu'on nous proposait d'approuver, qui avait été, ou de modifier, qui avait été écrit avant même qu'on se réunisse. Et un conseil qui a passé au moins une année à se demander exactement quelle était sa mission et comment il fonctionnait. J'ai siégé dans le deuxième conseil scientifique de la Commission européenne, qui lui était beaucoup mieux organisé, structuré, avec des conflits de personnes qui avaient été écartées, avec des moyens qui avaient été mis en œuvre au plan humain, au plan financier, des procédures bien cadrées, tout ça. Bref, qui fonctionnait beaucoup mieux, mais qui n'a pas été reçu une seule fois par le président Juncker. Et puis, aujourd'hui, je siège à l'Office parlementaire scientifique, donc je suis même le président. Je peux dire que ça se passe plutôt moins mal qu'ailleurs. De toutes les expériences que j'ai eues, c'est celle qui fonctionne le mieux. Alors, peut-être je suis biaisé parce que je suis le président aussi, mais c'est pas parfait. En particulier, on est consulté beaucoup moins qu'on devrait l'être par le Parlement. Mais ça nous arrive qu'on nous confie des missions importantes. Et par exemple, c'est à nous que le président Richard Ferrand a confié la mission de l'évaluation de la stratégie gouvernementale de vaccination. Et qu'est-ce qu'on peut dire, cet office? Il est né dans les années 80. Il a failli. C'est un office qui a été pensé dès le départ comme étant bicaméral, et je me rends compte seulement maintenant à quel point c'est une force. Assemblée nationale et Sénat, une force considérable parce que ça lui donne un côté transpartisan et indépendant extraordinairement important. Le même conseil, le même office qui aurait été placé seulement à l'Assemblée nationale serait beaucoup moins crédible aujourd'hui pour rendre des avis. Et par exemple, pour l'évaluation de la stratégie vaccinale, se retrouverait très certainement prisonnier des liens d'intérêt politiques, alors que avec le Sénat, d'abord parce que le Sénat est toujours plus indépendant du pouvoir, et ensuite parce que le Sénat est opposé, dans l'opposition par rapport à la majorité présidentielle, le fait d'avoir les deux confère une grande indépendance. J'ai été réélu président de cet office alors que j'étais membre d'aucun groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça aurait sans doute pas été possible si ça avait été dans le cadre de l'Assemblée nationale seulement, mais Assemblée nationale plus Sénat, avec un Sénat qui votait en se fichant pas mal des groupes parlementaires dans lesquels je pouvais être en tant que député, ça a fait que ma réélection n'a pas posé de problème. Donc une grande indépendance. C'est un organe, l'Office parlementaire scientifique, qui est né dans le cadre dans le souci, dans les années 80, de conseiller le Parlement sur les questions nucléaires. Déjà, le Parlement a bien vu qu'il y avait un niveau de technicité tel que, qu'on soit pour ou contre, le Parlement avait besoin de monter en gamme là-dessus et de se doter d'un outil interne qui puisse analyser et instruire le sujet technique. Aujourd'hui, ça instruit tous les sujets techniques. Parmi les sujets qu'on a eu sur notre table récemment ou qui arrivent bientôt, il y a la recherche au pôle Nord et au pôle Sud, la recherche polaire et pourquoi c'est un enjeu de souveraineté. Il y a l'informatique quantique, il y a la vaccination, comme je vous le disais, il y a le Covid long, il y a les nouvelles techniques de sélection naturelle végétale, les NBT, comme on dit souvent, qui sont une sorte d'évolution des OGM, par exemple dans le cadre de CRISPR-Cas9. Il y a les phages, qui sont des virus, des bactéries, et dont on se demande si ça pourrait être une solution technologique importante pour prendre la suite des antibiotiques qui ont les problèmes qu'on connaît. Nous avons fait des notes sur les questions d'âge du cerveau. Est-ce qu'il y a des questions, à quel moment les facultés cognitives dans le développement
humain change radicalement. Nous avons fait des notes sur le cannabis thérapeutique. Nous avons fait une note sur l'effondrement de la biodiversité, etc., etc. Donc, c'est notre boulot que de faire un travail de veille, d'écoute du Parlement. On est bras armé du Parlement en ce sens qu'on se saisit des sujets à chaque fois qu'il le demande, mais on est aussi veille au sens où on a un conseil scientifique, où on demande, où on s'informe sur tous les sujets possibles, quitte à en faire des petites notes qui puissent ensuite servir de base à des rapports. Et puis, dans les tendances fortes, on a appris ces derniers temps, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, à raccourcir les délais pour être le plus possible réactif quand il y a un sujet à prendre en urgence pour le Parlement, à intégrer de l'expertise scientifique en interne, en recrutant des scientifiques, ça c'est une nouveauté au Parlement, qui travaillent à temps plein pour l'Office, font de la veille, font de l'analyse, etc. Et puis aussi en offrant nos services sur le plus possible de sujets, car beaucoup de sujets, en fait, se retrouvent pris dans des questions et dans des considérations techniques et scientifiques, aujourd'hui bien plus encore qu'avant, et avec des enjeux qui sont considérables. Et puis, le plus possible, on travaille à donner autant que possible, à présenter une palette de choix aux décideurs politiques. Le scientifique conseille toujours, le politique décide. Il peut y avoir des gens qui sont les deux à la fois. Quand vous avez un scientifique qui est au Parlement ou qui est au gouvernement, il est à la fois pouvoir scientifique, pouvoir politique, mais il doit distinguer alors les deux rôles, celui qu'il a quand il siège dans le conseil scientifique, celui qu'il a quand il siège dans l'organe politique qui prend les décisions. Dans certains sujets, la sphère scientifique peut être amenée à jouer un rôle de pression, de représentant d'intérêt. C'était le cas de ces scientifiques qui œuvraient pour le désarmement nucléaire, c'est le cas aujourd'hui des scientifiques du GIEC qui œuvrent pour la réduction carbone. Dans d'autres cas, le scientifique va mettre un point d'honneur à ne pas proposer de scénario, mais à dire ce qui serait cohérent serait de faire soit ceci, soit cela, soit cela, et la différence ne se fait pas en fonction de critères scientifiques, mais en fonction de valeurs politiques, sociétales, personnelles, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on va être plutôt dans un cas de figure ou plutôt dans un autre? Ce sont des critères tels que est-ce qu'il faut répondre vite ou lentement à la question? Est-ce qu'il y a un consensus de valeur ou pas? Est-ce qu'il y a un consensus scientifique ou pas? Je vous recommande un très joli petit ouvrage de Roger Pilke, The Honest Broker. Honest Broker, c'est celui qui va honnêtement et en transparence mettre les choix sur la table et proposer aux politiques de faire son choix, qui définit très bien ce genre de choses. Incidemment, il y a une littérature anglo-saxonne sur le conseil scientifique aux politiques, distinguant d'ailleurs entre policy et politics, deux acceptions différentes du mot politique. Dans un cas qui est la politique d'action, qui est un policy, qui est la politique qu'on va avoir sur l'eau, sur le climat, qu'est-ce qu'on met en œuvre, quel processus, tout ça. Et puis politique, quel est le pouvoir politique avec les instances démocratiques, etc., etc. Les deux étant liés bien sûr. Et tout cet ensemble de mécanismes de conseil scientifique aux politiques, pareil, après la Seconde Guerre mondiale et plus encore dans les quelques dernières décennies, il s'est institutionnalisé, généralisé. Il se retrouve aujourd'hui porté par des tas et des tas de comités, avec une comitologie qui peut être particulièrement en France complexe sur un peu n'importe quel sujet. Quand on arrive en tant qu'OPEX sur un sujet, c'est un de nos premières préoccupations, comprendre quel comité fait quoi. Vous allez sur le réchauffement climatique, il y a le Conseil pour le climat qui fait quelque chose, mais il y a aussi le GIEC, mais il y a aussi le CNTE, Comité national de la transition énergétique, quelque chose comme ça. Il y a aussi il y a pu y avoir récemment la Convention citoyenne, etc. Souvent, il y a des redondances, mais souvent aussi, il y a des rôles différents, une sorte de démocratie scientifique, une façon pour les institutions de jouer leur rôle. Et bien souvent, des sujets dans lesquels c'est le cas pour ce que j'évoquais tout à l'heure, des nouvelles techniques de génie génétique. C'est le cas, bien sûr, de tout ce qui est trait au nucléaire, dans lesquels il y a les questions scientifiques rationnelles qu'on peut comptabiliser, et puis il y a les valeurs, et qui, pour relever parfois de l'intime conviction, parfois de l'irrationnel, n'en sont pas moins respectables dans bien des cas. Et c'est le boulot du politique que d'intégrer ça et de jamais se retrancher derrière le scientifique pour s'excuser d'une absence de décision, par exemple. Alors, la dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est la situation actuelle, marquée par une
très grande complexité. Nouvelles menaces diffuses et extrêmement confuses. On n'est plus dans le cadre, dans les menaces d'un bloc de pays contre un bloc de pays. On est dans un contexte où beaucoup de pays suivent leur partition individuelle, mais aussi où il y a des groupes terroristes de très petite taille, d'une menace globale sur la société qui peut être beaucoup plus confuse et qui est parfois très outillée technologiquement. On le voit sur les questions d'armes conventionnelles, on le voit aussi sur les cyberarmes, cybercrimes, cyberharcèlement ou tout ce que vous voulez, qui aujourd'hui constituent plus que jamais des menaces pour les États. Aujourd'hui, nos hôpitaux se font attaquer en temps de Covid, nos institutions, toutes sortes en temps de Covid se font attaquer au sens cyber du terme, et précisément, nos institutions se font attaquer le plus dans les moments de confusion où la nation est le plus en difficulté. Mais nous avons aussi une grande confusion sur l'échelon auquel il faut construire la riposte. On peut parler de l'échelon national, on peut parler de l'échelon continental, mais est-ce que ce sont des affaires qui doivent se traiter au niveau européen? Est-ce que ce sont des affaires qui doivent se traiter au niveau de l'OTAN, aujourd'hui dans un contexte où l'OTAN est de plus en plus contesté, ou dans d'autres alliances internationales? Il y a un grand émiettement de la vision par rapport à cela. Et puis, quelle responsabilité du scientifique dans ce contexte? Tout à l'heure, Paul évoquait ces nouveaux types d'armes qui sont en cours de fabrication. Et on a vu, il n'y a pas longtemps, ça devait être il y a 1 an ou 2, le président Poutine faire une sorte de gigantesque show en montrant à une foule ébahie les tout nouveaux armements de la Russie, en montrant bien quelle grande puissance cela représentait. On est dans un contexte global de regain des tensions internationales, de déclin de la démocratie, incontestable depuis 2 décennies sans doute, et le Covid a été une occasion supplémentaire de déclin de la démocratie, de regain des tensions au sein de la société en général, et de défiance et méfiance généralisée. Scientifique reste une figure à laquelle on accorde un certain crédit, globalement une certaine confiance dans la société. Cependant, les enquêtes montrent que dès que le scientifique est impliqué dans des sujets qui sont polémiques et qui ont un fort impact sociétal, ça peut être l'industrie pharmaceutique, ça peut être l'industrie nucléaire ou tout ce que vous voulez, la confiance qu'accorde la société aux scientifiques baisse radicalement. Et dans ce contexte où nous avons aussi les menaces diffuses qui ne sont pas du registre de la guerre ou des attentats, mais qui sont du registre de l'activité humaine en général, tout ce qui est impliqué par la pollution, tout ce qui est impliqué par le réchauffement climatique, tout ce qui est impliqué par l'effondrement phénoménal de la biodiversité, tout ce qui va avec l'effritement des ressources, dans un contexte où la défense de plus en plus s'intéresse aux questions économiques, aux questions d'intelligence, et où j'ai pu voir de près aussi à l'Office parlementaire scientifique les tensions que peuvent représenter les questions de secret, avec des ministères des armées qui s'occupent de vouloir réglementer, contrôler la parole scientifique, l'accès des scientifiques aux installations, avec ces ZRR par exemple, zones de restriction, je ne sais plus pourquoi le R, mais en tout cas, ces régimes particuliers auxquels les institutions scientifiques sont soumises et où le militaire se mêle d'empêcher de venir tel ou tel thésard, de communiquer telle ou telle recherche, on voit qu'on n'est pas du tout dans un contexte, on est dans un contexte qui est de plus en plus tendu par rapport à cela. Et comment est-ce qu'on va surmonter cette tension? Comment est-ce qu'on va ramener de la transparence et de la confiance, qui toutes les deux sont deux ingrédients majeurs et du jeu scientifique et du jeu démocratique, dans un contexte où l'information est sujette à caution plus que jamais, avec la façon complexe dont elle se transmet par les canaux d'information modernes. C'est l'un des grands enjeux majeurs de notre société.
Voilà pour ce propos liminaire, mes chers amis. Et sur cette base, bien sûr, à votre disposition pour échanger sur toutes vos questions. Bien, merci. Merci beaucoup, Cédric. On sent qu'il y en aurait encore pour des heures pour détailler les points très intéressants que tu as précisés. Bon, je crois qu'il va falloir, et c'est Alexis qui guidera ça, reprendre les questions qui sont posées par les uns et par les autres. J'aimerais bien aussi que Bernard Lorlin, qui doit être ici, puisse poser une question qui rejoint le dernier sujet que tu as évoqué, Cédric, et moi qui m'inquiète énormément. Plus je pénètre dans ce sujet, plus je me dis que les dangers à venir sont colossaux et que la science a son mot à dire, justement. Alexis? Oui, alors est-ce que Bernard Lorlin veut poser sa question tout de suite? Je peux. Euh, Merci Paul de me donner la parole tout de suite. Vous avez longuement évoqué la question dans le domaine de la défense en particulier, de la sécurité, dans le domaine des nouvelles technologies, des technologies qui sont dites disruptives. Et bien sûr, vous avez évoqué les questions que cela pose en matière de responsabilité du scientifique, de gestion des conflits. Moi, ma question est un peu complémentaire de ce que vous avez dit à propos de ces accélérations scientifiques, technologiques et de la démocratie. En particulier, quels sont les impacts des nouvelles technologies sur l'arme nucléaire, sur la dissuasion nucléaire, le concept de dissuasion nucléaire, sur les guerres du futur, comment gérer, et vous l'avez évoqué, les questions de transparence et de confiance qui sont vraiment consubstantielles à l'exercice de la démocratie. Et on sent que de plus en plus, cette confiance et cette transparence diminuent, décroît, et que ça pose un très grand problème de démocratie, un problème qui existait déjà du temps du nucléaire militaire en particulier, puisque le secret défense était constamment évoqué, et on peut dire que il n'y avait plus d'exercice de démocratie, il n'y a pas d'exercice de la démocratie dans la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire à la française, puisque, à ma connaissance, le Parlement n'a absolument pas voix au chapitre dans ce domaine. Donc voilà, toutes ces questions qui sont relatives à cette accélération scientifique, à ces développements, et vous qui connaissez bien l'intelligence artificielle, en particulier les problèmes de deep learning, de degré d'autonomie, ça pose des problèmes non seulement à l'ensemble de la société, mais aussi aux questions de défense, et je pense aussi à l'informatique quantique. Superbe. Est-ce que je prends quelques questions, peut-être, et puis après, je répondrai en bloc, ou est-ce que je réponds question par question, comme vous le souhaitez, chers amis? Alexis? On peut faire question par question. J'aurai 5 autres questions derrière à poser. On peut répondre question par question. Ok, ben déjà, donc je vais parler de ce bloc-là. Gros sujet d'abord. Comme on dit bien, c'est bien le progrès technologique, les innovations, elles se font avec des fois des grands sauts et des fois des améliorations. Les deux processus peuvent être fondamentaux dans quelque domaine que ce soit. Il y a moult exemples dans l'histoire des innovations où, d'un côté, ce sont juste des petites améliorations, on change les paramètres, on met ceci, on met cela, et puis d'un coup, on arrive à un seuil qui fait que c'est rentable, que ça change la donne. Et d'autres fois où c'est vraiment un changement disruptif et on passe à quelque chose de complètement nouveau. Les deux schémas existent et sont abondamment documentés. Il y a sur le travail sur les grandes innovations de rupture, comme on dit, il y a un lead américain sur l'Europe depuis un moment, et qui a été dans lequel le rôle de l'agence DARPA a été régulièrement, sans arrêt commenté. C'est un débat classique et que j'ai entendu plein de fois, du genre quand est-ce que l'Europe se dote d'une DARPA? Alors j'ai entendu
Parfois, c'est un ministre qui dit il nous faut une DARPA à la française. Parfois, c'est un commissaire européen qui dit il nous faut une DARPA à l'européenne, etc., etc. Mais en tout cas, une agence qui s'occupe qui puisse accompagner ces questions d'innovation, de rupture, fait toujours défaut n'est pas au même niveau dans notre contexte européen. Quand on dit développer une innovation de rupture, ça va dans les deux sens, aussi bien anticiper les progrès, les comprendre, je veux dire, même quand c'est dans une perspective de contrôle des risques, il est important d'avoir quelque chose qui comprenne, qui puisse gérer, anticiper et accompagner ces innovations. Une DARPA, c'est quelque chose qui fonctionne aussi de façon importante par appel à projet en organisant des concours dans un contexte où aucune organisation ne peut prétendre avoir en soi la capacité de faire la rupture. Maintenant, ça c'est sur la question comment gérer les accélérations scientifiques. Disons que l'Europe ne peut pas être un continent politiquement, globalement crédible si elle n'arrive pas à être beaucoup plus forte sur ces questions d'innovation de rupture. Maintenant, sur la question de la dissuasion nucléaire, quel rôle du Parlement? D'abord, je n'ai jamais vu au Parlement un débat sur ce thème. Alors, restreint, sans doute, sont des sujets qui sont peut-être restreints à la Commission de la Défense. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'arrivent jamais sur notre table, ni en tant que parlementaire classique. Alors, Paul me dit que même à la Commission de Défense, ni à l'OPEX. D'ailleurs, j'ai vérifié avant cette conférence, j'ai demandé est-ce qu'à l'OPEX, ça nous est arrivé de travailler sur les innovations dans le domaine de l'armement, que ce soit nucléaire ou ailleurs. La réponse, c'est non. C'est un sujet qui, essentiellement, n'est pas sur notre table. Il y a un sujet qui n'est pas complètement déconnecté, qui est la question de l'habilitation secret défense de parlementaires. Il n'y a, à ma connaissance, qu'une seule commission, celle qui s'occupe des questions de renseignement militaire, dans laquelle certains membres ont une habilitation secret défense. Ça nous pose des problèmes à nous, office aussi, de ne pas avoir d'habilitation. Ça nous arrive de faire des auditions sur la sécurité dans les centrales nucléaires et où on se retrouve finalement bien embêté parce que le cœur de notre audition, ce sur quoi on aimerait avoir des réponses, c'est dans la partie confidentielle à laquelle nous n'avons pas accès. Et il me semble qu'à un moment, il y aura forcément une montée en gamme du Parlement ou de certains organes du Parlement quant à avoir accès à des informations qui sont confidentielles, secret défense. Sur l'intelligence artificielle, la situation est assez préoccupante. D'abord, la situation est préoccupante, pas tellement sur le fantasme d'une IA qui prendrait son autonomie et qui viendrait attaquer les humains, les nations, qui sait quoi, mais sur le fait que dans de bonnes mains ou dans de mauvaises mains, ça peut faire des ravages. Alors, c'est une citation de Vladimir Poutine. Il a dit « Celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde ». Déjà, le simple fait qu'il dise ça, c'est révélateur de la mentalité. Et ensuite, ça indique aussi tout le degré d'incertitude qu'il peut y avoir dedans. L'intelligence artificielle, c'est remarquable par le fait que personne n'avait prévu que ça viendrait sur la table comme ça, de façon aussi forte, en lien avec les applications. Quand moi, j'étais étudiant en grande école, c'était un sujet considéré sans application, une impasse dans laquelle allaient seuls les passionnés de logique. Et c'est venu d'un coup, certaines techniques qu'on avait abandonnées, comme les réseaux de neurones, c'est la base du deep learning évoqué dans la question, on croyait qu'ils étaient sans issue, ils étaient les meilleurs experts, les avaient abandonnés. Ils se sont retrouvés en couverture des magazines et à résoudre des problèmes extraordinaires, et à jouer au Go mieux que tous les humains, à jouer au Jeopardy, à jouer à des e-sports mieux que toutes les équipes humaines, et tout ça et tout ça. Donc, du fait que c'est très expérimental, du fait que ce soit venu de façon inattendue, évidemment, ça travaille. On se dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir une nouvelle révolution d'IA qu'on n'aura pas prévue et qui donnera un avantage considérable à quiconque saura la maîtriser? La question se pose pareil avec l'informatique quantique. Pour l'instant, l'informatique quantique n'existe pas vraiment en tant qu'implémentation. Il n'y a pas d'ordinateur quantique qui soit même de loin
aussi efficace qu'un ordinateur classique. Mais il y a des raisons théoriques pour dire qu'un ordinateur reposant sur la mécanique quantique pourrait être, pour certains problèmes, ce n'est pas clair encore pour lesquels, mais pour certains problèmes, immensément plus efficace qu'un ordinateur classique, et donc donner une longueur d'avance aux pays, aux nations, aux laboratoires qui l'utiliseront. De la même façon que l'accès à l'ordinateur a été, aux premiers ancêtres d'ordinateurs, a été un enjeu énorme durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi la cryptographie quantique, méthode pour transmettre des informations avec une sécurité de cryptage totale, garantie par la physique, avec toujours, bien sûr, la possibilité qu'il y ait des échelons humains dans l'affaire qui fassent défaut, mais en tout cas un système qui vous garantit, à partir du moment où c'est dans le système physique, vous savez que ça sera décrypté à tel endroit et il n'y a aucune possibilité d'intercepter le signal. C'est un théorème mathématique et physique. Donc, ce genre de technologie, évidemment, peut apporter pour une nation qui le maîtrise un avantage. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Et c'est extrêmement multiforme. Donc, d'un côté, je dirais, par rapport aujourd'hui aux questions de défense, il y a les questions classiques qui évoluent, genre sur le nucléaire, les recherches qui ont été menées par un certain nombre de pays, un certain nombre d'ingénieurs, pour avoir des missiles qui soient bien plus précis, qui aillent bien plus vite, qui puissent être utilisables au sens où la bombe atomique, pendant longtemps, on pouvait se dire c'est tellement monstrueux que personne n'osera jamais la déployer parce que ça serait la fin de tout. Mais une petite bombe, si je puis dire, qui ne va pas tout détruire, mais faire des ravages sur un périmètre plus restreint, là, on peut imaginer que des nations seraient beaucoup moins inhibées par rapport à leur emploi. Donc, plus petit, plus maniable, plus rapide, etc., etc. C'était tout dans l'amélioration. Mais au-delà, à côté de ces menaces et de ces armes, qui sont des évolutions d'armes maintenant classiques, il y a toutes ces armes qu'on ne sait pas appréhender, qui vont venir aussi avec le contrôle de l'information ou de la désinformation, le fait de pouvoir calculer peut-être certaines configurations, faire des calculs bien plus précis dans certaines configurations stratégiques, ou le fait de découvrir de nouvelles stratégies. Vous savez, par exemple, dans les nouveaux algorithmes de jeu de Go, ils n'ont pas seulement écrabouillé les meilleurs humains au jeu de Go, l'algorithme AlphaGo et tout ça, ils ont aussi trouvé de nouvelles stratégies dans certains cas auxquelles les humains, dans toute l'histoire du Go, n'avaient jamais songé. Qui vous dit qu'il n'y aura pas, et c'est quelque chose qu'on entend parfois dans les milieux militaires, à un moment, une IA qui, en explorant tout, découvrira des stratégies qui conféreront un avantage important à ceux qui les connaîtront et qui permettront aussi de développer des armes plus conventionnelles d'une façon différente. Un deepfake, c'est quelque chose qui vient souvent dans le débat maintenant. Ce sont des techniques de construction de documents audiovisuels qui ont toute l'apparence de la réalité. C'est ce fameux discours d'Obama dans lequel il appelle à je ne sais quel acte belliqueux qui a été entièrement inventé, mais où le mouvement des lèvres correspond à la parole, correspond à tout. L'image est là, c'est un effet spécial quasiment parfait. Et ça peut être une arme extraordinaire pour envoyer de la désinformation, pour saper le moral, pour s'occuper de la guerre psychologique qui aujourd'hui n'est pas moins importante que les questions d'armement en dur. Quand vous combinez, quand vous regardez tout ça, vous avez toutes sortes de possibilités. Et il y a, c'est très clair, à chaque grande élection française, par exemple, il y a des attaques systématiques venant de certains pays, venant de certaines équipes, contre la démocratie qui vise à l'affaiblir, en propageant des fausses nouvelles, en utilisant des faux, des effets spéciaux et tout ce que vous voulez. Et ça fait partie aujourd'hui du jeu. Cédric, je pense qu'il va falloir avancer et poser toutes les questions. Alexis, il faudrait que tu les donnes déjà. Oui, tout à fait. Alors, nous avons 4 questions. La première qui est assez complète, donc question de Christine Manuel, qui parle, donc, qui nous livre sur les premiers points abordés donc, concernant la motivation et la déontologie. La démocratie paraît n'avoir aucune influence ou avantage particulier. Une oligarchie de dirigeants savants ou vertueux peut suffire.
La démocratie peut même être une gêne si la majorité est incapable de comprendre et respecter le fonctionnement même de la démarche scientifique. N'y a-t-il pas pourtant des avantages à la démocratie pour protéger le monde de la science contre les tentations utilitaristes et autoritaires visant à instrumentaliser la science et les savants, ou bien la démocratie est-elle impuissante à l'égard des appétits de puissance et d'argent qui soutiennent cette instrumentalisation? Ça, c'est une première question. Et il y a une deuxième question sur un petit peu le thème donc, de l'éthique, donc de David Durivo qui nous demande si une nouvelle éthique de la science internationale ne serait-elle pas une préfiguration d'un consensus mondial, tel un futur gouvernement mondial? Et cette nouvelle éthique partagée entre scientifiques au niveau international pourrait être un contrepoids bien utile aux tensions de plus en plus fortes entre des pays clairement antidémocratiques ou simplement illibéraux. Premièrement, oui, la démocratie a des avantages pour protéger le monde de la science contre les tentations. Et démocratie, c'est un certain nombre sont des grands principes, le vote bien sûr, mais aussi le principe des pouvoirs et contre-pouvoirs et le fait d'éviter les concentrations de pouvoir autant que possible, mais aussi le principe de base, peut-être le plus fondamental de la démocratie, celui du débat contradictoire libre. Évidemment que ce genre de choses est important quand il y a des questionnements sur le rôle de la science et quand il faut précisément conjuguer les éthiques individuelles avec l'intérêt public. Personnellement, je réfléchis à la question. S'il y a des avantages à la démocratie pour protéger le monde de la science contre les tentations variées, je dirais que la démocratie n'est pas suffisante pour protéger, mais c'est quand même un ingrédient très important pour protéger le monde de la science contre ces tentations. Et à contrario, dans des démocraties libérales ou dans des dictatures, on voit comment la science peut être instrumentalisée de façon extrêmement forte. Alors maintenant il arrive qu'il y ait des dérives complètes, soit en interne à la science, soit dans le rapport entre science et société, qui sont constatées, même dans des démocraties, effectivement. Et si on regarde certains sujets, alors, j'avais travaillé un peu le sujet justement pour les besoins de la bande dessinée que je vous passais tout à l'heure, j'avais travaillé le sujet de certaines des dérives éthiques, de l'éthique scientifique dans les États-Unis des années 50. C'est juste phénoménal ce qu'on a trouvé sur des questions d'expérimentation, par exemple sur l'expérimentation nucléaire et l'emploi de cobayes humains et la façon dont des expériences ont été menées parfois pendant des décennies. C'est quelque chose qui est juste inouï et qui montre que c'est toujours pareil. Démocratie, ça passe par transparence. Il est toujours possible dans une nation qui est globalement démocratique, qu'il y ait des poches d'obscurité, des choses qui sont pas connues, des dérives qui sont constatées à l'intérieur. La mise en place de l'intégrité scientifique institutionnelle, c'est toute une affaire. En France, c'est loin d'être achevé. On a un office français d'intégrité scientifique qui est encore faible et qui est intégré au HCRS qui lui-même a quelques soucis de gouvernance. On a des référents intégrité scientifique un peu partout, ça balbutie. On voit encore ici et là régulièrement des affaires, par exemple de plagiat, qui ne sont pas du tout réglées comme ça devrait. On voit parfois des affaires qui remontent de harcèlement insupportable dans les laboratoires scientifiques et que le monde scientifique a beaucoup de mal à gérer. Bref, c'est quelque chose qui est seulement en train de se mettre en place. Dans le temps, il y avait un ouvrage célèbre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait La souris truquée, dans les années 80, qui a été le premier ouvrage à systématiquement évoquer des dérives scientifiques et des grandes affaires de plagiat et tout ça. Maintenant, il y en a, on pourrait écrire beaucoup plus là-dessus parce que, certes, il y a beaucoup plus de contrôle et une plus grande conscience, mais il y a aussi eu beaucoup d'affaires et de variété infinie de la façon dont les manquements à l'intégrité peuvent se produire. Alors maintenant, la deuxième question sur l'éthique internationale. D'abord, attention, c'est compliqué de parler d'une éthique internationale. Alors, ça dépend des définitions, mais moi j'ai l'habitude de dire
de dire séparer la morale, qui est l'expression du bien public, du bien et du mal tel qu'admis par la société, et l'éthique, qui est le questionnement individuel ou collectif d'ailleurs, mais questionnement quand on a un conflit de valeurs, par exemple entre deux options qui sont toutes les deux mauvaises, ou entre deux formes de mal, qu'est-ce qu'il faut choisir. Souvent, la morale étant une préoccupation collective, et l'éthique et la pression que l'individu peut exercer sur l'individu, l'éthique étant la façon dont l'individu arrive à résoudre certains questionnements qui sont des dilemmes. Et par là même, quand on dit éthique internationale, ça peut être compliqué, parce que ça sous-entend justement quelque chose de collectif. Dans une vision évolutive d'ailleurs, il y a des arguments fort intéressants, là je dévie, pour dire que la morale est une construction de l'évolution des espèces. Darwin avait déjà émis cette hypothèse, et qu'on retrouve aussi chez les animaux, conscience du bien, conscience du mal, là où l'éthique, jusqu'à preuve du contraire, est une préoccupation humaine, dans le questionnement et dans la façon de résoudre les conflits de valeurs. Alors maintenant, tout ce qui est international, s'entendre sur des valeurs de façon internationale, c'est d'habitude s'aboutit à quelque chose d'assez lessivé, consensuel et plutôt mou. Il y a un très très bon accord, par exemple, sur les grands principes éthiques ou moraux, en tout cas les grands principes de l'intelligence artificielle, les grands principes qu'on doit respecter. Ça n'empêche pas qu'il y a plein de pays qui se comportent de façon inadmissible ou de façon complètement antidémocratique par rapport à ça, et qui ne respectent pas ces principes. Mais sur le papier, ils sont tous les mêmes un peu partout. Et je dirais que l'enjeu aujourd'hui est beaucoup plus dans la mise en œuvre du contrôle et de l'action par rapport à la mise en œuvre de ces principes, que dans leur définition. Les grands principes aujourd'hui, au niveau international, on s'entend dessus. Merci. Alors, j'ai une autre question qui demande, donc, parlons du problème de la responsabilité des scientifiques et de la recherche duale. Ne doit-on pas aborder ces problèmes dans les écoles doctorales? Et une autre question en rapport à l'école, mais pas doctorale cette fois-ci. L'avancée croissante d'une inculture scientifique de la jeunesse, notamment populaire, et des enseignants du primaire ne représente-t-elle pas, selon vous, un danger pour la démocratie et pour la science? Je crois que la première question est posée par Annick Weimer, qui est justement une scientifique. Oui, que j'ai eu l'occasion de croiser dans d'autres contextes. Ouais. Oui, les écoles doctorales sont un très bon... Oui, c'est notre côté universitaire, quoi. Hein. Oui, absolument. Mais je pense que c'est important de voir comment entraîner les jeunes avec nous. Et je vois, je suis donc à IDN avec Paul et Bernard, et on contraste, par exemple, cette responsabilité. On met maintenant le développement durable, l'environnement un petit peu partout dans l'enseignement, mais les problèmes de recherche duale et de danger nucléaire ou autres sont très, très peu abordés. Oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. Alors, une remarque, c'est que on est aujourd'hui... on peut poser la même question aussi sur le sujet environnemental. À une époque, je soutenais une proposition de loi demandant que dans chaque établissement d'enseignement supérieur, il y ait une formation ou des enseignements qui soient liés à la prise de conscience environnementale. D'ailleurs, je me suis fait taper sur les doigts par des présidents d'université disant que même dans ces termes-là, c'était une ingérence insupportable du politique sur l'universitaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des choses importantes, ce sont des choses majeures. Et ce qui va être mis en place, ce qui doit être mis en place sur les questions d'intégrité scientifique, il y a un truc, je ne sais plus exactement quelle forme ça prend, mais qui est une sorte de serment du doctorant, pour qu'au niveau du doctorant, on ait bien conscience des grands principes d'intégrité qui qu'il va falloir suivre, un peu comme le serment d'Hippocrate. Le serment d'Archimède, ça s'appelle. Serment d'Archimède, voilà. Et dans ces grands principes,
y en a qui sont vraiment dans certains cas des délits, il y a des choses qui sont clairement identifiées comme comme mal, comme le plagiat ou des choses comme ça, mais aussi le principe plus diffus qui doit être bien inculqué dès ce moment-là, de publier à bon escient, etc. Et puis, sur la question sur l'inculture scientifique, attention, c'est très compliqué. Parce qu'il y a une culture scientifique, mais en même temps, il y a la propagation de arguments, contre-arguments, contre-culture. Parmi les phénomènes dangereux du moment, les fausses nouvelles, les fake news, les manipulations, le complotisme et tout ça, ça ne se propage pas forcément chez les moins instruits. Ça se propage aussi chez des personnes instruites. Il y a un état d'esprit complotiste, on va dire, que très bien. Mais vous la connaissez pas en parler davantage, mais j'ai une collègue députée qu'on retrouve régulièrement dans les manifestations complotistes anti-Covid. C'est une personne extrêmement instruite, intelligente et tout ça, tout ce que vous voulez. C'est pas seulement du manque d'instruction. Il y a tout un champ de recherche humaine et sociale considérable en ce moment pour comprendre toutes ces mécaniques des fluides, si je puis dire, des idées, comment elles se propagent, comment on peut établir les contre-feux, etc. etc. Il y a quelques semaines, paraissait l'ouvrage de Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, qui nous parlait de cet état d'esprit dans lequel on est, de cette espèce de marché d'idées qui nous sature complètement, où le danger n'est pas l'absence de culture ou d'intérêt, mais l'overdose plutôt d'informations, de contre-informations dans laquelle certaines arrivent à se frayer un chemin qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, c'est un sujet sur lequel sciences humaines et sociales ont énormément à apprendre et à nous apprendre. Jacques Bordet. Oui, bonjour, je ne sais pas si j'ai mon micro, non, peut-être pas. Oui, bien sûr. C'est bon. Micro marche. Oui, merci à Cédric Villani d'abord de nous avoir fait la distinction entre science et recherche. Effectivement, la société vers laquelle on va dépend largement des recherches qu'on va faire. Et donc, dans la démocratie, je pense que les citoyens ont leur mot à dire sur les choix de priorités scientifiques, pas sur la façon de faire la science, bien sûr, ou de résoudre ces problèmes, mais sur le choix des problèmes qui sont à résoudre en urgence. Il y a eu dans les années précédentes des exemples où la démocratie a orienté la recherche. Je pense par exemple à la loi Bataille sur les déchets nucléaires, qui a orienté les programmes du CNRS vers un programme sur l'aval du cycle électronucléaire, et où il y a le cas tout simplement du Téléthon, où ce sont des particuliers, la société civile, qui a amené à financer un sujet de recherche médicale qui n'était pas spontanément financé par l'INSERM. Donc, il y a finalement, parfois, par la société, des indications à donner sur les priorités qu'elle préférait voir sur les problèmes scientifiques à résoudre en priorité. Évidemment, il faut garder la curiosité pure, mais sur les programmes finalisés, eh bien, ce ne sont pas que les industriels qui doivent dire au gouvernement « c'est ça la priorité ». Il y avait un programme qui s'appelait Repère au ministère de la Recherche, qui était précisément pour que les citoyens puissent s'exprimer sur les problèmes de politique scientifique, donc de priorité scientifique à financer. Voilà, donc je me demandais si ça allait dans le même sens que ce que nous a dit Cédric. J'ai raté une partie de l'exposé, donc peut-être que je vais te suivre. Alors, je n'ai pas vraiment abordé ce sujet, mais c'est un très bon sujet, un sujet sur lequel j'ai été engagé. Par exemple, dans la loi de programmation pour la recherche, dans le groupe de travail qui préfigurait la loi. Alors après, il y a eu plein de malheurs qui sont arrivés à la loi. À la fin, j'ai voté contre. Mais en tout cas, j'étais dans le groupe de travail qui préfigurait la loi. Et j'étais, je crois pouvoir dire, dans le groupe de travail, celui qui était le plus engagé sur la question justement de recherche, de participation de la société à la recherche. Ça peut prendre un certain nombre de formes. Ça peut être pour la société le fait d'exprimer des priorités, mais aussi la façon dont on intègre des projets qui sont menés, des recherches qui peuvent être menées et s'appuyer sur des bénévoles, sur des associations,
en particulier dans certains domaines, tels ça peut être l'astrologie, ça peut être l'astronomie, ça peut être la plus terrible, excusez-moi. Ça peut être l'astronomie, ça peut être la géographie et l'archéologie, ça peut être la biologie. On a vu des fois des jeux des jeux collectifs s'occuper de résoudre collectivement des problèmes scientifiques. Ça a été revisité ensuite par l'intelligence artificielle d'ailleurs. On a vu le développement très important des associations de patients et associations de citoyens, en particulier dans la recherche médicale. Tout récemment, on a organisé à l'OPEX une audition sur le Covid long. Vous savez, c'est ces Covid qui durent plus de 3 semaines, mais même parfois plus de 6 mois, et pour lesquels il y a un certain nombre de symptômes, des fatigues, des différentes affections, des problèmes de peau, des problèmes de qui sait quoi. Et toute la discussion a été menée et structurée dès le départ par l'audition de l'association de patients, de s'appeler son J20 ou quelque chose comme ça, pour insister sur le fait qu'à partir de quand les symptômes durent plus de 20 jours, on dit que c'est un Covid long. Et dès le départ, elle a structuré tous les grands axes de la discussion en parlant des recherches qui étaient nécessaires, en parlant de la reconnaissance par les instances médicales, en parlant de la façon de faire dialoguer les différentes spécialités pour offrir une sorte de guichet unique aux patients, en parlant du suivi des patients. Et on a bien pu voir à cette occasion tout le rôle moteur que pouvait avoir une initiative citoyenne. Et ce sont des choses qu'il faut complètement encourager. Alors je faisais partie de ceux qui ont porté des amendements dans le cadre de la programmation pour la recherche pour que des initiatives, par exemple, une part de projets citoyens soit prévue dans les appels à projets de l'ANR et des choses comme ça. On est à la fin, Alexis. On est à la fin. Merci d'avoir cité Bataille. Juste la question de M. Bordet juste avant, qui a été une grande figure de l'OPEX en son temps. Cédric, un grand merci. Malheureusement, on est obligé d'arrêter. C'est un plaisir. En t'écoutant, je me suis dit qu'il y a de quoi faire encore plusieurs conférences de ce type sur plusieurs sujets. Je crois qu'on a pris pas mal de notes. On va réécrire là-dessus. J'espère que sur le site de Démocratie, on pourra donner une large part à ton intervention et aux réactions des uns et des autres. Désolé pour toutes celles et tous ceux qui avaient des questions à poser, qui ne peuvent pas venir, mais on va répondre, on va continuer le débat. Et en tout cas, c'était vraiment un moment très fort de réflexion et on te sait gré de tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire dans ce sens. Un grand merci, Cédric. Un très grand merci à toi, Paul, et bravo à vous pour l'organisation de ces échanges enrichissants. Merci. Au revoir.